Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en Thaïlande qui sera, je pense, probablement le dernier épisode qui est toujours à Koh Chang. Donc aujourd'hui j'ai fait une petite journée en kayak avec ma famille et du coup on a été sur une petite île qui est vraiment pas loin de l'autre et je vais voir les espèces que je peux trouver ici et du coup je finirai avec les autres espèces que j'aurais trouvées autour de l'hôtel, sur l'île et puis l'épisode démarre maintenant. Qui de mieux pour commencer cette exploration que ce bon vieux Martin Triste? Vous l'avez peut-être déjà aperçu, il fait même partie du générique de cette série. Un oiseau très commun en Asie, mais toujours intéressant à observer. Me voici maintenant sur la plage de Lonely Beach, ou la plage solitaire à Koh Chang. Et ici, quelque chose bouge dans le sable. Un crabe fantôme. On l'appelle comme ça parce qu'il est presque invisible et parfaitement camouflé. Je vais essayer de l'attraper, mais ça ne va pas être simple. Car il est extrêmement rapide, au moindre mouvement, il décampe et se fond parfaitement avec le sable. Voilà, ce n'a pas été simple, mais j'ai fini par l'avoir. Ce crabe fantôme est parfaitement adapté à la vie sur la plage sableuse. Grâce à son corps aplati et ses pattes, il peut s'enfouir dans le sable en quelques secondes. C'est d'ailleurs sa meilleure défense face aux prédateurs. Il est surtout actif la nuit quand les températures sont plus fraîches, il se nourrit de petits animaux cachés dans le sable. Oups, il a sauté. Ce n'est pas grave, je l'avais suffisamment dérangé comme ça. Comme on vient de le voir, ils sont aussi capables de faire de petits bonds pour échapper au danger en plus de leur vitesse. Tu vois ce petit crustacé? C'est lui qui a tout déclenché. Quand je l'ai identifié pour la première fois, il n'existait pas de page Wikipédia en français. Alors je l'ai créé. Et depuis, je n'ai pas vraiment arrêté. Aujourd'hui encore, il y a de nombreuses espèces que j'identifie et il y a toujours énormément à faire pour recréer des pages inexistantes. La particularité de Liga Exotica, c'est qu'il vit à la frontière entre deux mondes, entre terre et la mer. On le retrouve souvent sur des rochers côtiers, capables de fuir aussi bien dans l'eau que sur la roche. Un véritable survivant des zones battues par les vagues. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré son apparence assez simple, il est extrêmement rapide. À la moindre vibration ou moindre mouvement, il s'enfuit comme on a pu l'observer. C'est justement ce qui le rend difficile à observer correctement. Il faut être patient et surtout très discret. Parce que dans cet environnement, tout ce qui hésite ne survit pas très longtemps. J'ai essayé de m'approcher encore et encore, mais ces crabes sont extrêmement rapides, méfiants et disparaissent au moindre mouvement. Et d'ailleurs, on les appelle craps, directement issus de leur nom latin ou scientifique Crapsius. Sauf un, lui, il ne bougeait pas. Et en m'approchant, j'ai compris pourquoi, il était déjà mort. Ces crabes sont pourtant parfaitement adaptés à ces milieux rocheux, capables de se déplacer rapidement et d'échapper à la plupart des prédateurs. Mais ils passent la majorité de leur temps à surveiller les environnements, chaque mouvement, chaque ombre peut représenter une menace. Et ici, entre les oiseaux, les poissons et même d'autres crabes, la compétition est constante. Même après leur mort, ils continuent de faire partie de cet écosystème, car très rapidement, d'autres organismes viennent recycler ce corps. Rien ne se perd, tout est réutilisé. C'est comme ça dans la nature. Et c'est aussi ça la réalité des milieux naturels. En rentrant, surprise, une cigale d'Endubia s'était posée directement sur le short de mon épouse, sans doute attirée par l'humidité et la chaleur du tissu en train de sécher au soleil. Un comportement assez opportuniste, mais plutôt malin. Et quand on y prête attention, on se rend compte qu'elles sont partout, souvent invisibles, jusqu'au moment où elles décident de bouger. Leur camouflage est redoutable et leur discrétion impressionnante.
Celle-ci a simplement choisi un support un peu inattendu. Mais dans la nature, l'opportunité fait souvent la différence. Tiens, je crois que là, il est temps de rentrer. En quelques minutes, le temps a complètement changé. Le vent se lève, le tonnerre gronde et la pluie s'abat. Sur ces îles, la météo peut basculer très rapidement et les pluies peuvent être très violentes. Mais c'est le temps idéal pour certains. Les amphibiens profitent de ces conditions pour se déplacer, l'humidité limitant les risques de dessèchement. Et ce crapaud que j'ai à peine pu observer, peut-être un crapaud masqué, qui a choisi justement cette averse pour se déplacer et faire un petit plongeon, mais rentrant à l'intérieur au sec. Celui-là m'a posé un peu problème, impossible de l'identifier correctement au début, même avec l'application iNaturalist. Ce n'est que plus tard qu'un autre utilisateur a pu me donner la réponse. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce type d'outil, pouvoir croiser les observations et bénéficier de l'expérience d'autres passionnés. Un vrai travail collaboratif au service de l'identification. Cet insecte qui ressemble à une sorte de guêpe est en réalité un coléoptère. C'est un prédateur actif qui chasse principalement d'autres insectes, notamment des larves cachées dans le bois. Ah, la pluie continue toujours de tomber, mais dès qu'elle cessera, nous irons sur une petite île découvrir des espèces côtières. Nous voici enfin arrivés à Koh Manai, qui est une toute petite île. Cet endroit isolé bordant Koh Chang est un lieu connu pour abriter une faune bien particulière. Ici, ce ne sont pas les oiseaux qui dominent, bien qu'il y en ait, mais des créatures beaucoup plus petites et plus discrètes. Et dès mon arrivée sur la plage, voici un animal assez surprenant, le concombre de mer Holoturia atra, un organisme très discret, mais pourtant essentiel dans ces écosystèmes côtiers. Il se déplace lentement sur le fond, avalant le sable pour en extraire la matière organique. Autrement dit, il mange en permanence le sol autour de lui et rejette le sable nettoyé. Un véritable recyclage naturel. Ce rôle est fondamental car il permet de maintenir l'équilibre du milieu en limitant l'accumulation de déchets organiques. Malgré son apparence molle et vulnérable, il possède plusieurs moyens de défense. Lorsqu'il est stressé, il peut libérer des substances toxiques pour dissuader les prédateurs. Certaines espèces peuvent même expulser une partie de leurs organes internes, avant de les régénérer par la suite. Un mécanisme assez impressionnant et plutôt radical. Celui-ci est totalement inoffensif pour nous, et il vaut mieux le manipuler avec précaution, car même s'il semble robuste, c'est un animal en réalité très fragile. Un habitant discret mais indispensable de ces zones marines. Tiens, ce rocher ressemble à un crâne de pirate. Il y a peut-être un trésor en dessous. Actuellement, c'est marée basse, et c'est le moment idéal pour explorer des zones comme celle-ci. Car à marée haute, si les poissons y sont présents, une fois la mer redescendue, ce sont surtout des crustacés et autres petits animaux qui restent. En cherchant à se protéger de la chaleur, on peut donc facilement découvrir de nombreuses espèces en retournant les roches. Mais comme elles sont parfois déjà bien chaudes, je vais commencer par celles qui sont encore un peu dans l'eau. Ah tiens, ce n'est pas exactement ce que je cherchais, mais ça me donne l'occasion de vous parler un peu de ces gastéropodes marins. Ces mollusques possèdent une coquille dure qui les protège contre les prédateurs et la dessiccation. Ils se déplacent grâce à un pied musculeux qui leur permet d'adhérer fortement aux rochers, même avec les vagues. La plupart se nourrissent en raclant les algues présentes sur les surfaces des roches, jouant un rôle important dans l'équilibre des écosystèmes. Et malgré leurs apparentes lenteurs, ce sont des animaux parfaitement adaptés à ces conditions extrêmes, entre immersion et exposition au soleil. D'ailleurs, une fois décédée, leur coquille va servir de maison à des espèces que je suis justement en train de chercher. Après avoir retourné quelques rochers supplémentaires, ça y est, enfin, les Bernard l'ermite. Et ici, on observe surtout des individus juvéniles regroupés au même endroit. Ce comportement n'est pas un hasard, en se rassemblant, ils augmentent leurs chances de survie, notamment face aux prédateurs. Ces petits crustacés sont particulièrement vulnérables car leur abdomen est mou, c'est pour ça qu'ils utilisent une coquille vide comme protection. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils doivent changer régulièrement de coquille, ce qui peut parfois provoquer des compétitions entre individus pour trouver un abri adapté. Cette espèce est dite terrestre, mais elle reste toujours proche de l'eau, notamment pour maintenir son humidité. Et malgré leur petite taille ici, ils sont déjà parfaitement adaptés à cet environnement. Observer un groupe comme celui-ci, c'est assez rare, et surtout fascinant à voir. Ici, contrairement aux juvéniles observés précédemment, on a affaire à un individu adulte. Avec l'âge, ces Bernard l'ermite deviennent plus solitaires et passent une grande partie de leur temps à chercher de la nourriture et des coquilles, car trouver une coquille adaptée reste un enjeu constant tout au long de leur vie.
Un adulte peut parcourir de longues distances, toujours à la recherche d'un abri plus grand et plus solide. Ils sont aussi beaucoup plus robustes et mieux armés face aux conditions difficiles comme la chaleur et au manque d'humidité. Ce sont des animaux principalement nocturnes qui évitent l'exposition directe au soleil. Et même seuls, ils restent parfaitement adaptés à cet environnement exigeant. Tiens, on dirait que ma femme a trouvé quelque chose. Elle est quand même courageuse de mettre la main comme ça sous les rochers. Personnellement, je suis un peu plus prudent, et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. Comme vous venez de le voir, le crabe peut aussi faire de l'autotomie comme un lézard, et perdre une pince par exemple qui repoussera à la prochaine mue. Et du coup, maintenant mon épouse a une pince de crabe qui lui pince la main. Ces crabes, des Talamita danae, sont rapides et surtout très réactifs. Dès qu'ils se sentent menacés, ils n'hésitent pas à utiliser leurs pinces pour se défendre. L'un d'eux était bien décidé à ne pas se laisser faire. Mais malgré ça, mon épouse reste très attachée à sa culture, notamment culinaire, car elle est thaïlandaise. Et ici, ce type de crabe est souvent consommé. Même si ce n'est pas forcément quelque chose que je fais, ça m'a au moins permis de vous les montrer d'un peu plus près. Et là, on peut vraiment les observer. On distingue bien leur carapace, lisse, légèrement aplatie, avec cette couleur qui leur permet de se fondre dans leur environnement. Leurs pinces sont puissantes et parfaitement adaptées pour attraper et broyer leur proie. Ce sont des crabes actifs qui chassent principalement de petits organismes marins. On remarque aussi leurs pattes natatoires qui leur permettent de nager rapidement, contrairement à beaucoup d'autres crabes. C'est d'ailleurs ce qui les rend particulièrement efficaces, à la fois pour fuir et pour capturer une proie. Même ici, hors de leur environnement, on comprend vite que ce sont des animaux parfaitement équipés pour survivre. Mais revenons sur l'île. Voici une espèce vraiment magnifique. Ce Bernard l'ermite jaune, qu'on reconnaît facilement à ses couleurs très contrastées avec ses pinces sombres et ses pattes marquées de points jaunes, contrairement aux espèces terrestres, celui-ci vit directement au milieu marin, souvent dans des zones peu profondes. Il passe son temps à explorer le sol à la recherche de nourriture, comme des petits débris organiques et des restes d'animaux. Comme tous les Bernard l'ermite, il dépend entièrement de sa coquille pour se protéger. Et au moindre danger, il disparaît complètement à l'intérieur. Une espèce très active et parfaitement adaptée à cet environnement côtier que j'ai été ravi de découvrir. Saviez-vous que tous ces cailloux sont en réalité d'anciens coraux? Avec le temps et surtout sous l'effet des vagues et des courants, ils se fragmentent progressivement, se frottent constamment, les usent, jusqu'à les réduire en petits morceaux. Et c'est justement ce processus qui est à l'origine du sable que l'on retrouve ici. Autrement dit, chaque grain que vous voyez est le résultat de milliers d'années d'érosion, un cycle naturel qui transforme lentement les récifs en plages. Nous arrivons maintenant dans un écosystème très particulier, la mangrove. Ici, les palétuviers jouent un rôle essentiel. Ces racines visibles au-dessus de l'eau forment une véritable barrière naturelle. Elles permettent de ralentir les vagues, de limiter l'érosion des côtes et même de réduire l'impact de phénomènes plus extrêmes, comme les tempêtes et certains tsunamis. Ces arbres protègent littéralement les littoraux et les zones habitées situées derrière. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est leur capacité à vivre dans l'eau salée. Le palétuvier est capable de filtrer le sel ou de s'en débarrasser par ses feuilles, ce qui lui permet de survivre dans un milieu où très peu de plantes pourraient s'adapter. Un écosystème à la fois fragile et incroyablement important. Voilà, nous voici de retour à l'hôtel, et voici encore une espèce qui a donné naissance à une page de Wikipédia. C'est le cas de beaucoup d'espèces de cette vidéo d'ailleurs. Cette araignée est en réalité une chasseuse très particulière. Contrairement à beaucoup d'autres espèces, elle ne se contente pas de tendre des toiles et d'attendre. Elle utilise sa vision pour repérer ses proies, un peu comme un prédateur terrestre. Les saltiques font partie des araignées ayant la meilleure vue, ce qui leur permet de suivre leur cible avec une grande précision. Mais ce qui rend Sparteus spinemanus encore plus impressionnante, c'est sa stratégie de chasse. Elle est capable de s'attaquer à d'autres araignées en utilisant leur propre toile.
Elle va imiter les vibrations d'un insecte piégé pour attirer l'occupante et ensuite la capturer. Une véritable technique de tromperie, et même ici dans un environnement aussi inhabituel qu'un évier, on retrouve ce comportement d'exploration et de chasse. Une petite araignée, mais avec des capacités vraiment surprenantes. Continuons avec une autre araignée que je rencontre très souvent en Thaïlande et que vous avez pu découvrir dans d'autres épisodes. Plexippus peikuli est une saltique, une araignée sauteuse, mais elle se démarque surtout par sa capacité d'adaptation. Contrairement à beaucoup d'araignées, elle vit très bien à proximité de l'homme. On peut la trouver sur les murs, sur les maisons et même à l'intérieur des habitations. Elle profite en réalité des insectes attirés par la lumière, ce qui en fait une excellente chasseuse en milieu urbain. On peut aussi observer une différence de dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle. Les mâles sont souvent plus contrastés avec des motifs noirs et blancs bien marqués, tandis que les femelles sont un peu plus discrètes, ce qui leur permet de mieux se camoufler, même si cette info est assez générale aux Celtiques. Autre comportement intéressant, elle est très curieuse, elle n'hésite pas à s'approcher et semble parfois observer ce qui l'entoure, y compris nous. Lors des périodes de reproduction, le mâle effectue même une petite danse en agitant ses pattes en l'air pour attirer la femelle. Un comportement assez surprenant à observer chez une araignée. Une espèce commune, mais vraiment fascinante quand on prend le temps de la regarder, et dès que j'en vois une, je m'arrête presque toujours. Magnifique, ce papillon nocturne Assota heliconia est assez surprenant car contrairement à beaucoup d'espèces de nuit, il est très coloré. On retrouve souvent ces teintes vives qui peuvent servir à avertir les prédateurs qu'il n'est pas forcément bon à manger. Il est souvent attiré par la lumière, ce qui explique sa présence près des habitations. Les adultes se nourrissent principalement de nectar et participent au passage de la pollinisation. Mais ce sont surtout les chenilles qui peuvent être impressionnantes, car elles se développent sur certaines plantes et peuvent être assez nombreuses. Un papillon discret le jour, mais qui dévoile toute sa beauté une fois la nuit tombée. Ah, voici une espèce qui répugne beaucoup de monde, la blatte. Ici, une blatte australienne. Pourtant, cette espèce possède des capacités plutôt impressionnantes. Elle est capable de détecter des vibrations et des mouvements extrêmement rapides, ce qui lui permet de fuir presque instantanément. Elle joue aussi un rôle important dans la nature en participant à la décomposition des matières organiques. Autrement dit, elle aide à recycler des déchets naturels. Elle est également très résistante, capable de survivre dans des conditions où beaucoup d'autres insectes ne tiendraient pas longtemps. Et même si elle est souvent mal vue dans son environnement, cet insecte est parfaitement adapté et utile. Comme beaucoup d'espèces, c'est surtout notre regard sur elle qui pose problème. Waouh! Ce scorpion est vraiment magnifique. D'ailleurs, je rentrais chez moi en moto avec mes filles quand je l'ai aperçu et j'ai tout de suite planté sur les freins pour aller le filmer. Car c'est mon premier scorpion que j'observe en milieu naturel. Enfin, il y a celui du Laos, mais lui était décédé. Là, on est face à un magnifique Heterometrus silenus, et bien vivant et de taille imposante. C'est un animal nocturne qui reste caché la journée et sort la nuit pour chasser. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il utilise surtout ses pinces pour capturer ses proies plutôt que son venin. D'ailleurs, son venin est relativement peu dangereux pour l'homme, même si sa piqûre reste douloureuse. Un prédateur discret mais redoutablement efficace que je vous laisse admirer quelques secondes. Voilà, mon séjour à Koh Chang touche à sa fin. Il est malheureusement temps pour moi de rentrer et de laisser ma famille derrière moi. Même si aujourd'hui, avec la technologie, il est plus facile de rester en contact, ce n'est jamais vraiment pareil et ce n'est pas toujours facile. Mais avant de partir, une dernière surprise. Lors du trajet en bus, nous nous sommes arrêtés dans une station avec un petit bassin entouré de végétation. Et là, j'ai entendu un chant, celui de la grenouille de Mortensen. Elle était cachée ici, dans ce tuyau bleu, ce qui l'a rendu assez difficile à filmer pour moi. J'ai dû mettre le téléphone au-dessus de l'eau, chose que je n'aime pas spécialement faire. Cette grenouille est typique des milieux humides, souvent proches de l'eau. Son chant est essentiel car il permet aux mâles d'attirer les femelles. Et même dans un endroit aussi banal, la nature trouve toujours un moyen d'être présente. Une belle façon de terminer cette exploration. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, donc j'ai essayé de faire quand même au mieux pour vous présenter un maximum d'animaux que j'ai pu croiser, même s'il y avait essentiellement des insectes. Après j'ai fait au mieux quoi, et puis j'espère que vous avez aimé l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, bien naturellement, à partager la vidéo, à la liker, c'est vraiment très important. Et le plus important, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est de vous abonner. J'essaie de faire une vidéo une semaine sur deux, donc voilà. Puis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.